Ouais. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. J'ai positionné cette conférence sur une question que vous voyez ici inscrite, hein. Une machine peut-elle être créative? On va voir pourquoi. Hop. Alors, quand on parle des robots et de l'intelligence artificielle, il y a évidemment une culture populaire extrêmement puissante. Et en Occident, on attache souvent cette image des robots, finalement, à des choses pas très sympathiques. Hein. Terminator, il a ses petits yeux rouges, on se doute qu'avec ça, il nous veut pas du bien. Et donc voilà. Je vais vous mettre une seconde image. Vous connaissez aussi, vous avez reconnu Terminator. Là, vous reconnaissez évidemment une autre image un petit peu anxiogène. Donc qui c'est ça? Robocop, Verhoeven. Hein, donc là, typiquement aussi, c'est assez anxiogène. Mais en fait, ça illustre une des questions récurrentes autour de cette technologie. Est-ce que finalement, l'évolution de l'homme, c'est pas devenir un robot à un moment donné? Bon. Alors, l'imaginaire des robots, juste après la Seconde Guerre mondiale, on voit comment on imagine les robots, hein, et donc ça peut inviter à sourire. Hein. Le gamin, il est très fort, il n'a pas peur, lui, hein, parce que se promener avec ça derrière, c'est quand même un petit peu difficile. Et donc voilà. Maintenant, ça a beaucoup évolué, l'image des robots. Je ne sais pas si vous avez vu la série suédoise Real Humans, qui a fait. Et donc maintenant, aujourd'hui, les robots ressemblent plutôt à ça, en tout cas dans notre imaginaire. Moi, je préfère, hein. Mais bon, chacun ses goûts, hein. Je préfère ça. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une double démarche. D'un côté, on a l'impression que les humains vont se diriger, en tout cas l'organique se dirige vers le machinique, et d'un autre côté, on voit bien que le machinique, il a tendance à se rapprocher de l'humain également, jusqu'à certains travaux de roboticiens, comme Ishiguro, hein, au Japon. Vous avez dû voir ces robots qui ressemblent étonnamment à des humains. Et donc, on peut se poser la question de ces rapprochements. C'est des questions à la fois, évidemment, technologiques. Ce sont des questions aussi de société. Hein, et on l'a évoqué, des questions éthiques. Moi, j'ai choisi d'aborder ça ce soir d'une manière un petit peu différente, et de se poser la question, au fond, quand on pose la question, quelle est la différence entre un robot, par exemple, ou une machine et l'humain, quelles sont les réponses qui arrivent le plus souvent? Il y en a deux qui reviennent le plus souvent. Les émotions. Les machines ne peuvent pas ressentir des émotions. Et une autre, presque aussi souvent, c'est elles ne sont pas créatives. Elles ne peuvent pas... voilà, la créativité, ça serait quelque chose que l'homme aurait reçu un peu comme un don de Dieu, et donc la créativité, une machine ne peut pas créer. Elle est programmée, elle peut répéter ce qu'on lui a appris, mais elle est incapable de créer. Donc moi je vous propose d'aborder ces deux sujets avec trois exemples de travaux. Un premier travaux que j'ai réalisé il y a longtemps déjà, dans le début des années 2000. Un deuxième projet qui s'appelle Inception. Donc là, c'est pas moi qui l'ai réalisé, hein, ça a été réalisé dans les laboratoires de Google. Et puis un dernier projet qu'on a cité tout à l'heure, qui s'appelle Living Joconde, qui est plus récent puisqu'il date d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Hein. Et là, on abordera plus spécifiquement dans ce projet-là la question des émotions. Donc je ne vais pas volontairement répondre à ces questions. Est-ce qu'une machine peut être créative ou est-ce qu'une machine peut ressentir des émotions? Je préfère qu'on aborde ça au cours des questions-réponses, mais je vais vous donner, je vais vous montrer des projets qui laisseraient à penser que ce n'est pas complètement impossible. Donc, quand on parle de créativité, évidemment, et qu'on regarde la nature, eh bien, elle nous donne des leçons d'humilité. Hein. La nature et le vivant est déjà en soi un monde de complexité, un monde de créativité. Là, je vous mets quelques petites bestioles, hein, du plancton, et on voit déjà, rien que sur ces petites bestioles-là, on a une variété de formes, on a une variété de comportements extrêmement importante. Et donc,
dans ce projet que j'avais réalisé au début des années 2000, il s'agissait d'essayer de comprendre cette variété, cette complexité, et de voir si on pouvait la reproduire dans une machine, la reproduire dans un ordinateur. Et donc je suis parti à l'époque des travaux d'un illustre biologiste qui s'appelle Richard Dawkins, donc vous avez peut-être entendu parler, qui est un évolutionniste, un des plus réputés de la planète, et qui, dans les années 80, a développé un programme qu'il appelait The Blind Watchmaker, donc l'horloger aveugle. Et son programme consistait à prendre une petite équation fractale, là je fais un clin d'œil à mon collègue, hein, ça sera une transition pour tout à l'heure, une petite équation fractale assez simple qui dessine comme un petit arbre, et en fait, il permettait, au travers d'un intervalle assez simple, eh bien, à l'utilisateur de choisir, en gros, quelques-uns des petits arbres qui lui plaisent, et puis, par un jeu de combinaisons, en croisant ces petites équations fractales, en apportant des petites modifications subtiles, eh bien, il aboutissait à une très grande variété de petites bestioles. En tout cas, ça ressemble à des petites bestioles qu'il a appelées à l'époque des biomorphes, hein, et qui est d'une façon assez surprenante. Alors, au début, des formes assez simples, hein, on voit les petites variations d'arbres, et puis, de fil en aiguille, hein, au fur et à mesure de boucler sur cette évolution, puisque c'est un évolutionniste, donc il essayait d'une façon manuelle de reproduire en fait la sélection naturelle, le croisement de ces petites courbes fractales, en quelque sorte un ADN virtuel, quelques mutations aléatoires pour obtenir la diversité qu'on peut observer dans la nature. Moi, j'ai repris ces travaux-là, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été un petit pas plus loin, alors modestement, hein, et ce que j'ai décidé, c'est que j'allais enlever le bonhomme de la boucle. Parce que là, dans l'horloger aveugle de Richard Dawkins, l'utilisateur choisit en fait les courbes, elles se croisent, et puis ça génère effectivement de la diversité, une nouvelle famille, une nouvelle population de petites bestioles, on rechoisit, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir les formes que vous avez vues. Là, ce que j'ai décidé, c'est de mettre un petit peu de comportement, j'allais dire d'intelligence, pour du plancton, hein, donc c'est relativement fruste, mais quand même, et donc que ces petites bestioles soient un programme à part entière qui ait sa propre autonomie et qui s'exécute en même temps que les autres. Et avec un ADN numérique, en fait, ce sont les paramètres de cette petite équation fractale, hein, qui dessine la petite bestiole, un métabolisme, donc des fonctions vitales simplifiées, extrêmement simplifiées, hein, cycle de vie, donc une certaine durée de vie, une certaine énergie au départ. Évidemment, si la petite bestiole se déplace, elle va perdre de l'énergie, donc il va falloir qu'elle en trouve. Des comportements élémentaires, on se cogne dans une autre bestiole, on va essayer de l'éviter. On est en perte d'énergie, donc on va plutôt essayer de manger des trucs pour essayer de retrouver de l'énergie. Et puis un certain nombre d'éléments, mais encore une fois relativement simples à l'échelon cognitif. Chaque petite bestiole, du coup, elle est capable de se déplacer en bougeant, comme vous avez vu, le petit arbre tout à l'heure, et en battant un petit peu, on calcule la manière dont ça se déplacerait. Et puis, voilà. Et ça, ensuite, j'ai mis en place une petite expérimentation assez simple. Ce programme, je l'ai appelé à l'époque Life Drop, donc une goutte de vie, hein, en simulant un environnement liquide, comme une petite goutte d'eau. Et puis, en initialisant avec quelques-unes de ces petites bestioles au départ, et en laissant le système tourner, avec cette possibilité, avec ce principe, c'est que si les petites bestioles ont assez d'énergie, eh bien, elles vont avoir une envie irrationnelle de copuler ensemble. Et donc, elles vont se reproduire, et on va appliquer le principe à ce moment-là. La petite bestiole se reproduit avec une autre,
Donc on va mélanger leur ADN numérique, c'est-à-dire qu'on va prendre cet ensemble de paramètres, on va les couper en deux à un endroit aléatoire, et du coup on va obtenir un nouvel ADN numérique et on va le développer pour obtenir une nouvelle petite bestiole. Au passage, on va faire quelques mutations qui vont modifier aléatoirement quelques-unes des valeurs comme ça. Et donc la petite bestiole apparaît et va commencer à se développer dans la goutte d'eau. Alors voilà, je vous ai mis une image ici d'une initialisation au départ. Alors au début, elles sont toutes petites, et puis au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, eh bien, on obtient des bestioles qui ressemblent beaucoup à celles que Richard Dawkins avait obtenues, en particulier, puisque j'avais repris sa petite courbe fractale qui est très élémentaire, ça tient sur 4 lignes, donc c'est vraiment très simple. Mais malgré cette simplicité, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une diversité extrêmement intéressante des formes, que vous avez vues d'ailleurs un peu tout à l'heure, et puis de comportements également qui apparaissent, puisque là, on ne cherche pas en fait à simuler, on laisse aller le programme et on essaye d'observer ce qui va se passer. Et on a vu observer des comportements extrêmement intéressants, à la fois des comportements de proie, donc des espèces de petites bestioles qui se mettent à fuir, au contraire d'autres qui sont assez agressives et qu'on peut qualifier de prédateurs et qui vont s'amuser à manger leurs camarades. Et puis, quand on étudie l'évolution, on retrouve étonnamment les différentes formes d'évolution, en particulier le gradualisme, mais aussi, pour ceux qui connaissent les théories évolutives, surtout les équilibres ponctués, c'est-à-dire la capacité au système d'atteindre des paliers, et puis d'un seul coup, il va se passer quelque chose, et boum, une diversité nouvelle va apparaître d'une façon extrêmement forte, et entraîner l'apparition de nouvelles créatures. Donc voilà LiveDrop, pour vous montrer que l'idée que je voulais pointer là-dessus, c'est que en imitant la nature, en s'inspirant en particulier de l'évolution naturelle, et en la reproduisant sous une certaine forme dans une machine, eh bien on a déjà une première vision de la capacité qu'aurait une machine à créer par elle-même. Alors évidemment, il faut l'initialiser au départ, on lui donne tout un ensemble d'exemples, et puis elle considère que ces exemples sont comme une population, elle croise les informations, elle mute ces informations et elle génère d'une façon spontanée un ensemble une nouvelle population. Voilà. Et évidemment, on observe des individus, au sens large du terme, dans cette population, qui sont plus adaptés que d'autres dans l'environnement, comme mes petites bestioles dans LiveDrop, et c'est ceux-là qui vont survivre et qui vont continuer finalement à porter et à générer de nouvelles espèces. Voilà, donc ça, c'est une idée à retenir, la capacité qu'a l'évolution en particulier, l'évolution naturelle, si on la reproduit dans un ordinateur, de générer naturellement des solutions pour lesquelles on n'a pas forcément pensé. Et donc, de ce point de vue, on est bien dans le domaine qu'on pourrait appeler de la créativité. La combinatoire est tellement importante qu'il n'y a rien de déterministe, il n'y a rien de programmé à l'avance. Ça avance par le seul biais de la force évolutive. Alors là, je vous mets quelques images d'une version 2 qu'on a fait un petit peu plus tard, et où on est passé des petites courbes de Richard Dawkins à des bestioles beaucoup plus réalistes, et évidemment ça marche aussi bien. Et on a fait quelques vidéos à l'époque montrant ces petites bestioles, ce petit plancton artificiel. Et là, vous avez quelques exemples de bestioles qui sont apparues dans ces expérimentations. LiveDrop, premier projet. Deuxième projet sur lequel je voulais vous parler ce soir, c'est celui, là, c'est pas un des miens, mais il est assez significatif pour que je vous montre un certain nombre de choses. C'est un projet qui est né dans les laboratoires de Google et qui s'appelle Inception. Donc vous voyez, vous avez probablement vu des images générées par
par ce type d'approche. Donc, avant de voir d'autres images, on va expliquer un petit peu le principe. Donc, on a vu l'évolution. Là, la métaphore est celle plutôt des neurones et du cerveau. Hein. Donc là, on reconnaît les cellules nerveuses. Et depuis les années, début des années 40, hein, on s'est inspiré du cerveau, du neurone, en particulier McCulloch et Pitts en 1943, crée un modèle formel du neurone qui est relativement simple. Donc vous savez tous à peu près quoi ressemble un neurone. Hein. Il y a un corps cellulaire avec le noyau. On a des dendrites. Alors je suis pas très talentueux en dessin, hein, contrairement à mon collègue. Là, moi, je gribouille, hein, vous voyez. Donc mon neurone, il est pas cool, mais bon, c'est pas grave. Et il a des dendrites. C'est en gros, en quelque sorte, les neurones les entrées du neurone. Et puis il a un axone, une espèce de long filament, et une sortie. Et on sait que le cerveau, en fait, il est composé de réseaux de ces cellules où, naturellement, eh bien, les sorties se connectent sur les entrées d'autres neurones, formant ainsi des réseaux extrêmement complexes, puisque on estime que l'humain possède à peu près 100 milliards de cellules. Hein, ça commence à faire un bon paquet de neurones, et que chaque cellule établit en moyenne 7000 connexions avec ses voisins. Donc c'est absolument colossal. En fait, notre modestie pourrait en souffrir, mais c'est l'un des objets, probablement l'objet le plus complexe qu'on puisse observer à ce jour. Hein. Ce paquet, pourtant ça ne paye pas de mine, hein, c'est un petit machin tout rosâtre. Et donc voilà, 100 milliards de cellules, chaque cellule, 7000 connexions. Et voilà. Donc ce que montre McCulloch et Pitts dans les années 40, c'est que en fait, ils vont essayer de trouver, ils ont l'idée, donc on est juste après Alan Turing, hein, qui lance en fait, c'est un des précurseurs des ordinateurs, la manière dont on va construire les ordinateurs modernes. Eh bien, lui, il se dit, je vais faire une machine, mais je vais plutôt m'inspirer, plutôt que des portes booléennes, je vais plutôt m'inspirer des neurones. Et il crée ce qu'on va appeler un neurone formel. C'est qu'il avait essayé de le représenter de la façon la plus simple possible, mais pour en faire une machine. Donc, qu'est-ce qu'il refait? Il prend des entrées, donc plusieurs entrées, une sortie, et une opération élémentaire qui va se dérouler au milieu. Qu'est-ce qu'il dit? Bah voilà, j'ai un signal d'entrée. Alors à l'époque, il pense uniquement à du binaire, donc des 0 ou des 1 hein, qui entrent. On est à l'époque du booléen, donc il se dit, voilà, on va faire des 0 et des 1. Et puis, chaque entrée, elle a un coefficient qui simule en fait le poids des connexions, les connexions des neurones entre eux. Et ça, c'est un coefficient. Et donc, simplement, ce que ça fait au début, c'est que ça multiplie le 0 ou le 1 par le poids. Par exemple, si c'est 0,5 et qu'il y a un 1 devant, bah, ça fera 0,5. S'il y a 0 à l'entrée, quel que soit le poids, du coup, il y aura 0. Et ici, on va faire l'addition de tout. Et puis, on obtient effectivement une certaine valeur numérique. Et la deuxième partie, si on a un seuil, donc on règle le seuil. Par exemple, si c'est moyen, c'est 0,5. Ça veut dire qu'en dessous de 0,5, ils vont sortir à 0. Et puis, si on est au-dessus de 0,5, on sort 1. Donc, finalement, un automate extrêmement simple. Et qui est beaucoup moins complexe que nos neurones. Hein. Les neurones, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais ça a une propriété relativement intéressante, c'est que ces petites machines, déjà très simples, on peut les monter en réseau, comme pour mimer encore une fois le cerveau. Et chose miraculeuse, elles ont cette capacité d'être capables d'apprendre des trucs, quand on les entraîne, de les mémoriser et voire de généraliser ce qu'on leur a appris. Donc c'est fantastique, pourtant c'est relativement simple. Alors, aujourd'hui, on les complique un petit peu, mais à peine. Hein. Donc les complications qu'on fait en 2016, c'est qu'en fait, on remplace les 0 et 1 par des valeurs numériques. Hein. Au lieu d'avoir des 0 et 1, on a par exemple 0,8, 0,7, ou des chiffres après la virgule, donc des valeurs numériques. Et ici, au lieu d'avoir un seuil, on est, alors c'est un mot compliqué, mais c'est pas grave, on a une jolie sigmoïde, donc ça ressemble beaucoup à un seuil. Hein, c'est une fonction comme ça, là.
mais qui est en fait un seuil plus doux. Hein, donc ça s'arrondit ici et ça s'arrondit ici, ce qui va permettre finalement aux neurones pas de sortir uniquement des valeurs binaires, mais des valeurs numériques aussi. Donc on va pouvoir lui faire plus de trucs. Hein, ça va être plus sympa. Ensuite, la grande majorité des réseaux artificiels, eh bien, ce sont des machines relativement régulières, hein, où on met une première couche de neurones d'entrée, et puis on connecte les sorties de ces neurones à tous les neurones de la seconde couche, et ainsi de suite. Et là, je vous ai représenté un système avec 3 couches simplement, une couche d'entrée, une couche de sortie, une couche interne. Mais aujourd'hui, en particulier depuis certaines découvertes en 2010, sur lesquelles on pourra aborder si vous voulez, quelle a été un peu la révolution 2010, mais en gros, aujourd'hui, on sait en mettre un petit peu autant qu'on veut. Voilà, c'est ça l'idée. Et pourquoi les applications ont fait un bond ces dernières années, c'est que jusqu'à peu près en 2010-2012, hein, eh bien, on était limité à 1 ou 2 couches, et puis on ne savait pas leur apprendre grand-chose à ces machines. Ça merdouillait, hein, et donc voilà, quand ça reconnaissait un truc, c'était 1 fois sur 2, donc c'était pas terrible. Et depuis 2012, eh bien, on sait mettre un nombre relativement conséquent de couches, les unes derrière les autres, ça peut être même plusieurs centaines dans certains cas, et on sait leur apprendre assez efficacement à reconnaître des formes. Donc ça, c'est... Mais vous voyez qu'on est encore, il faut être raisonnable, on a fait beaucoup de progrès, du coup on bat le champion du monde de Go, on fait des trucs qui paraissent assez spectaculaires. Il n'empêche que ça reste des machines assez régulières, hein. Ce sont des machines qui se forment en couches, parce que sinon les algorithmes derrière pour leur apprendre des trucs sont encore un peu compliqués pour nous. Dans les mêmes époques, donc à pareil les années 2010, on a découvert une manière de faire des machines qui permettent de traiter les images et de reconnaître dans des images. Vous avez tous vu des chats, hein. Les chats ont un grand succès sur Internet. Donc une des premières avancées en 2011, ça a été Google qui a annoncé « ça y est, on reconnaît les chats dans les vidéos sur YouTube, génial ». Donc, alors, je ne vais pas expliquer en détail comment ça fonctionne, mais en gros, le principe, et vous voyez, on a un certain nombre de couches, et on va utiliser des méthodes particulières pour être capable de prendre certaines parties de l'image, et puis les neurones vont bosser, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, où finalement ici, on va pouvoir dire « Ah, c'est un chat »,« Ah, c'est un chien hein, », ou reconnaître un certain nombre de choses dans l'image. Alors, comment... et le réseau en soi n'est pas si compliqué que ça. Hein. Vous voyez, c'est tout petits automates, hein, relativement simples. On en met des couches. Sur des images, on va plutôt en mettre des plans, hein, parce que les images sont rectangulaires. Et puis, pour leur faire apprendre des trucs, eh bien, on va leur donner des exemples, énormément d'exemples. Hein, plusieurs dizaines de milliers d'exemples, plusieurs millions d'exemples. Ça aussi, c'est une avancée qu'on a fait ces dernières années, principalement dû au fait qu'aujourd'hui, on a accès à ces données, alors que quand on a commencé à travailler avec les réseaux de neurones, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir des données. Là, aujourd'hui, les données, on les a en masse, hein, on parle de big data. Eh bien, on va pouvoir entraîner ces réseaux avec ces données et avec des taux de reconnaissance. Hein, par exemple, sur cette image-là, si on l'a entraîné, je ne vois pas d'ici, moi j'ai du mal à reconnaître par contre. Voilà, ça va dire, avec plus de 99% de réussite, que c'est bien un petit chien qu'il y a dans l'image. Okay. Donc ça marche relativement bien. Quand on étudie un petit peu ces réseaux, on s'aperçoit qu'en fait, ce que fait le réseau au fur et à mesure des couches, c'est qu'il extrait des caractéristiques de l'image. Hein, on lui présente des images, il apprend, on remue un peu l'ensemble des paramètres. Je ne vais pas vous décrire ici l'algorithme qui est derrière, qu'on appelle un algorithme de descente de gradient, hein, donc, qui est un peu sophistiqué, mais il est assez efficace. Et on s'aperçoit que, voilà, cette couche-là, la première, par exemple, elle extrait ce type de caractéristiques, que cette deuxième couche, elle extrait ce type de caractéristiques, et ainsi de suite, hein, jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite de reconnaissance à la fin. Hein. Et ces caractéristiques, il les trouve tout seul, le réseau. Hein. C'est en l'entraînant avec les images
que lui-même va définir en fait les caractéristiques, je dirais, pertinentes qui vont lui permettre de reconnaître ce qu'on souhaite lui faire reconnaître à la fin. Alors, ça peut vous sembler magique, mais en fait c'est un simple système d'erreur. C'est-à-dire que si on lui présente une voiture à la fin, eh bien on veut qu'il nous dise voiture. Alors évidemment ça va être des nombres, et s'il ne nous répond pas voiture, eh bien on va calculer l'erreur que le réseau fait, et on va rétropropager ces erreurs dans le réseau pour régler en fait toutes les petites valeurs qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça fait énormément de valeurs. Donc c'est ça le côté compliqué dans ces algorithmes. Mais au bout du compte, aujourd'hui, on est capable de faire des systèmes qui sont assez redoutablement efficaces, très spécialisés. Un réseau de neurones entraîné pour reconnaître des chats, il sait reconnaître que des chats, des chiens, enfin ce qu'on lui a appris. AlphaGo, il ne sait que jouer qu'au Go. Si vous le mettez à jouer aux dames, il perdra parce qu'il ne sait pas jouer aux dames, et ainsi de suite. Donc on est capable donc de faire des machines relativement spécialisées. Et ça marche bien. Donc, si on prend une image maintenant et qu'on s'amuse à extraire les images qui sont intermédiaires du réseau, pas simplement à s'intéresser au résultat final, mais les images qu'on obtient à chaque couche du réseau. Ben voilà une première, on présente ces beaux spécimens de mammifères, et on s'aperçoit que derrière la première couche, eh bien, on obtient ce type d'image. OK ? Donc, en voyant ça, parce que, en fait, les chercheurs de Google ont essayé de comprendre, en quelque sorte, si je pouvais, d'une façon poétique imaginer, à quoi pense le réseau quand on essaye de lui faire reconnaître des trucs. Ben voilà, la couche derrière, c'est ça. Et puis, évidemment, plus on va avancer dans les couches, plus on va obtenir des images différentes. Et ils ont eu l'idée à ce moment-là, eh bien, d'inverser le processus, de faire un petit peu marcher le réseau de neurones à l'envers. C'est-à-dire, on lui a appris, on lui a donné un certain nombre d'images, on a réglé ses paramètres pour qu'il sache les reconnaître. Et à partir d'un moment, ça marche bien, on est content. Et à ce moment-là, on va lui mettre des images. Mais au lieu de continuer à essayer de lui faire apprendre ces images, on va, au contraire, modifier l'image pour qu'on ait la meilleure reconnaissance du réseau. Et donc, en faisant comme ça, donc au lieu de modifier les paramètres du réseau, on commence à modifier les pixels de l'image. Donc, on joue un peu à l'envers, dans ce cas-là. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on obtient des images absolument ahurissantes. Vous en avez vu une, on va en voir d'autres. On obtient des images qui sont pour le moins surprenantes et qui, évidemment, on fait penser aux rêves, parfois aux cauchemars. On va en voir un certain nombre. Ici, une première image, une seconde image. Voilà, des choses assez... Là, on est plutôt dans le cauchemar. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est un peu flippant, celle-là. Voilà, ça aussi, c'est assez étrange. Donc, et en quelque sorte, c'est un petit peu, à chaque couche, ce que le réseau cherche à... C'est l'image de ce qu'il cherche à retrouver dans l'image qu'on lui présente. Donc un petit peu comme nos rêves. Il cherche à retrouver ça dans les images qu'on lui présente. Donc certaines, ça dépend à quel niveau on est dans le réseau, on obtient des images. Là, c'est un peu... ça rappelle quelques images d'un artiste Giger, vous avez certainement connu. Alors celle-ci... c'est pas une image qu'a généré le réseau. Il aurait pu, mais c'est pas le cas. Vous avez bien sûr connu Van Gogh et un de ses tableaux les plus célèbres. Donc maintenant, que se passe-t-il si on donne cette image, on entraîne un réseau
On utilise le même procédé, mais on entraîne le réseau avec des images qui sont là purement artistiques. Hein, par exemple, ce tableau de Van Gogh. Et ensuite, une fois qu'on l'a entraîné, on lui propose une image. Voilà, une image une vue d'une cité. Je ne pourrais pas vous dire laquelle que c'est d'ailleurs. Et donc la référence c'est celle-ci. Et le réseau, du coup, va nous générer, avec le même procédé, eh bien, sa vision de cette image-là avec ce qu'il a appris, c'est-à-dire la référence du tableau initial de Van Gogh. Et évidemment, on peut l'appliquer après sur une autre image. Là, vous reconnaissez le Golden Gate. Hein, et on obtient ce type de... Fascinant, non hein, c'est assez fascinant. Si on pousse un petit peu plus loin, on rentre dans les couches, on va retrouver un peu ce type d'image qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Donc là, typiquement, c'est une des images mélangée avec... donc là, on pourrait se dire que le réseau, il a abusé de substances illicites, mais c'est assez intéressant également. Dans les labos donc on va quitter Google et en utilisant un peu les mêmes technos, le même genre d'approche, eh bien, eux se sont dit, on va pousser un petit peu plus loin ça et on va essayer d'apprendre réellement à un réseau comment créer une œuvre en apprenant réellement, en laissant le réseau apprendre les techniques picturales de l'artiste. Donc là, en l'occurrence, c'était Rembrandt, donc un certain nombre de tableaux de Rembrandt, et pour essayer de générer à la fin un tableau qu'aurait pu peindre finalement Rembrandt. Et on a obtenu, enfin ils ont obtenu ça. Alors, donc ce tableau, il ne l'a jamais peint Rembrandt, hein, mais évidemment, c'est assez, encore une fois, troublant. Alors ceci dit, relativisons, hein, c'est de la manipulation de pixels. C'est-à-dire que l'image fait penser à un tableau de Rembrandt, mais il n'y a absolument pas la matière et la profondeur qu'on pourrait imaginer dans une œuvre réelle. Néanmoins, ça montre que là, on est capable également de faire apprendre à un réseau, en fait, les techniques picturales. Là, il va pour obtenir finalement, sur une photo d'un individu, un résultat assez surprenant. Le troisième projet, donc pour illustrer encore une fois cette question de la créativité, on va passer au projet qu'on a réalisé, là, du coup c'est nous maintenant, c'est un de nos projets, qu'on a appelé Living Joconde. Donc l'idée c'était de partir du tableau que tout le monde connaît, qui est une icône artistique extrêmement universelle aujourd'hui, hein, et qui représente un point d'orgue dans les arts, encore une fois un point d'orgue extrêmement important, puisque c'est un des premiers tableaux où on représente quelqu'un de cette manière, et avec une volonté, a priori, en tout cas c'est notre interprétation, donc on a fait toute une première partie de discussion avec évidemment les gens du musée du Louvre, tous ceux qui ont travaillé d'une façon extrêmement forte sur le tableau, et l'idée c'était de continuer un petit peu avec une œuvre numérique, l'idée de Léonard de Vinci. Lui, il avait pris cette jeune femme, et pour essayer de rendre ce tableau le plus vivant possible, de lui donner une expression qui soit troublante, et en tout cas à l'époque, qui donne cette impression de vie qui est incomparable si vous comparez aux autres œuvres à peu près antérieures et de la même époque. Et donc l'idée là, c'était de reprendre cette œuvre-là, et avec les moyens actuels, de lui donner vie, c'est-à-dire de l'animer, je dirais en temps réel, et d'être capable d'avoir des interactions
avec le tableau. Donc là, vous avez ce que ça a donné au final. Donc elle ne bouge pas, là. Vous trouverez sur YouTube pas mal de vidéos où on la voit effectivement bouger. C'était à Las Vegas, je crois. On l'a montré un peu partout, puisque ça a eu pas mal de retentissement. C'était assez sympa, de ce point de vue-là. Donc comment la Living Joconde, elle fonctionne? Eh bien, c'est un principe assez simple. Hein. On est devant ce qui ressemble au tableau, à l'échelle 1. C'est qu'on reproduit d'une façon le tableau, la façon la plus réaliste possible. Hein. Donc avec un module qui affiche. Donc derrière, il y a une infographie en 3D, en image de synthèse de très très haut niveau, hein, pour arriver à, même si ça reste des 2 dimensions, hein, puisque la dimension 2, puisque le tableau, lui, il est en 2 dimensions, eh bien, pour arriver à reproduire ça, on a utilisé de l'infographie d'assez haut niveau. Et puis, en entrée, on a un module qui capte la scène qui est en train de se passer. En particulier, si on a des gens qui se déplacent, s'il y a des gens qui regardent Mona Lisa, s'il y a des gens qui sourient, qu'est-ce qui se passe devant le tableau quand on arrive devant le tableau. Et puis, une intelligence artificielle au milieu qui va faire la jonction des deux. Le principe, il est qu'on cherche là à ne pas faire de l'interaction verbale. On ne souhaitait pas du tout que la Joconde se mette à parler ou à faire des choses bizarres. Donc on essayait de rester dans le cadre de l'œuvre, donc relativement subtil, avec des mouvements relativement ténus, et jouer plutôt vraiment sur le trouble, sur les regards, et ce qu'on a appelé une interaction émotionnelle, c'est-à-dire essayer de détecter par ce principe les émotions que ça provoquait chez les spectateurs pour rétroagir ici sur le module d'IA qui en fait réalise un métabolisme émotionnel artificiel. On va rentrer un petit peu dans les détails. Et en changeant les émotions de Mona Lisa, eh bien, on réagit à ce moment-là sur la manière dont elle va se comporter, et la boucle est bouclée, si je puis dire. On va obtenir de cette manière une interaction avec... Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé en entrée? On a utilisé, je ne sais pas s'il y a des joueurs de vidéo parmi vous, sûrement, hein. Non, pas trop. Bref, une Kinect, donc quelque chose qui est capable déjà de capter le nombre de personnes qui sont là, et un certain nombre d'informations. Est-ce qu'elle regarde le tableau? Est-ce qu'elle est engagée vers le tableau? Ou est-ce qu'elle parle? Ou est-ce qu'elle est... voilà, est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle... Et ainsi de suite. Et on donne ensuite ces informations à un réseau de neurones, et qui, lui, il va réaliser un métabolisme émotionnel. C'est-à-dire que, en fait, ce que ça va générer, c'est 3 valeurs, hein, qui simulent en fait des neurotransmetteurs qu'on a nous dans le cerveau, qui influent beaucoup sur nos émotions. Sérotonine, noradrénaline, et le troisième, il est où? Dopamine. Et donc, on sait que ça influe sur ce type d'émotions. Et en fait, l'émotion de Mona Lisa, donc ça forme un joli espace en 3 dimensions. Son émotion, à un moment donné, c'est un point qui se balade, sachant qu'aux arêtes, on a les émotions essentielles, hein, la rage, excité, la joie, etc., l'humiliation, la surprise, la peur, et que Mona Lisa a également sa propre personnalité, donc qui va être le point là-dedans vers lequel elle retourne naturellement. Hein, donc on a analysé évidemment les documents qu'on avait pour essayer de comprendre qui était Mona Lisa. On voit tout de suite en regardant le tableau qu'elle n'est absolument pas extravertie, hein, mais elle est plutôt c'est une jeune femme introvertie, mais assez fière d'elle-même. Elle a une vie pleine, elle a eu plusieurs enfants, et il ne faut pas lui en compter non plus, quoi. Elle est ouverte jusqu'à un certain point. Mais et voilà, donc on a représenté sa personnalité comme un point dans cet univers. Et en fait,
en lui donnant les sollicitations qui arrivent des capteurs, eh bien, on va faire bouger ces trois neurotransmetteurs virtuels et du coup faire évoluer ses émotions dans ce cube-là. Par exemple, si on s'approche trop d'elle, c'est comme si je m'approchais trop de vous et que je mettais ma tête devant comme ça, eh bien, mais ça va pas, il est pas bien lui. Et donc, vous reculeriez ou vous regarderiez ailleurs. Hein, ça va pas. On fait pas ça. Hein. Donc voilà. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on va reproduire et ça va évidemment influer. Ce type de comportement va influer sur les neurotransmetteurs et donc sur l'état émotionnel de Mona Lisa. Donc voici quelques images de l'infographie. Hein. Donc il y a plus de 500 000 polygones. C'est assez, encore je disais, l'infographie d'assez haut niveau. Et puis, bon voilà, une image par exemple, où on voit le tableau d'origine ici, et une des expressions qu'on peut obtenir justement en modifiant ses émotions. La grande difficulté, c'est également qu'on est limité dans les mouvements. Parce que vous voyez bien qu'ici, on a allé dans une position particulière et il faut pas qu'elle on ne peut pas la faire se lever et s'en aller, par exemple, puisque derrière le tableau, on n'a pas les informations picturales et donc il faut rester, comme je le disais, dans le cadre de ce tableau. Alors on continue de travailler sur Mona Lisa. Hein. Elle a été exposée à Futur en Scène il y a 1 an et demi à peu près, et puis dans plusieurs endroits de par le monde. Aujourd'hui, on essaye d'en faire des versions qui demandent un petit peu moins de technologie derrière et qui puissent tenir dans un cadre de façon beaucoup plus simple. C'est la version que vous avez vue en photographie, alors que le prototype, lui, il demande une grosse machine, etc., pour arriver à calculer en temps réel les images. La technologie d'animation qu'on utilise d'ailleurs est inspirée également des jeux vidéo, hein, pour arriver à animer Mona Lisa en temps réel. Voilà. Et elle va continuer à être développée dans les mois et les années qui viennent. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc sur ces 3 projets, normalement je suis pile poil dans le timing. Donc moi je suis venu par le biais de différents travaux que j'ai effectués, aussi bien dans le jeu vidéo, pour la publicité aussi, tout ça. Je suis venu au monde informatique dans les années en 2007. Et par souci d'efficacité, surtout dans la publicité, on vous demande toujours des retouches, tout ça. Donc, quand on commençait quand je fais du storyboard, qu'on a 20 images à faire pour dans 2 jours, et puis tout d'un coup, il faut retoucher, c'est vrai que l'informatique, ça sauve la vie, quoi. Et surtout, ça évite les déplacements pour aller porter les images sur papier, voilà. Et donc je suis venu au dessin numérique et il y a quelques années, j'ai découvert les fractales. Donc je connaissais depuis bien longtemps le système de fractal. Alors est-ce que vous connaissez exactement la fractale? En fin de compte, c'est un mathématicien français qui a établi, disons c'était déjà connu avant, mais Benoît Mandelbrot, dans les années 60, a établi, ça a été le premier à faire une équation, qu'on a appelé l'ensemble de Mandelbrot, qui était un simple ensemble 2D, voilà. Je vais essayer d'être clair, hein, parce que... Et les fractales, lui, il a
fait une équation de ce qui existe en fin de compte dans la nature. La nature, c'est une fractale, une immense fractale. Vous prenez, par exemple, le légume le plus connu, le chou romanesco. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein, bon, dans sa structure, en fin de compte, une fractale, c'est une forme qui se répète à l'infini à quelque niveau que ce soit de zoom dans la forme. Le chou romanesco, d'aspect, vous voyez un cône avec des petits cônes dessus. Voilà. Mais sur chaque petit cône, vous retrouvez encore d'autres petits cônes. Et bon, le chou romanesco, comme c'est un objet, disons, c'est un légume, c'est organique, c'est vivant, mais il a une finalité, quoi. Ça s'arrête au bout d'un moment. Mais l'image fractale, elle, permet d'aller pratiquement à l'infini. On peut faire, bon, là à la base, j'ai utilisé des fractales, oui. Bon, là ici, ça va vite. Là ici, ouais, attends, si tu peux revenir en arrière. Voilà. Oui, là, même celle d'après. Celle-ci ? Voilà, celle-là. Ça, je l'avais appelée Eiffel. Ça, c'est un objet, donc complètement fractal, mais dans lequel, si on zoomait, si on rentrait dedans, on retrouve à peu près la même structure qui se répète à l'infini. Et on peut zoomer comme ça à l'infini, à l'infini, à l'infini. On peut faire un film de 2 heures en rentrant dans la structure. Et ce qui est fascinant dans ces images, en tout cas moi ce qui m'a vraiment tout de suite fasciné, c'est la possibilité abyssale de faire les formes que l'on veut. Et quand on connaît, bon, ça c'est un petit logiciel qu'on trouve gratuitement sur Internet, hein, ça s'appelle Mandelbulb 3D. Il y en a d'autres. Il y en a qui sont spécialisés plus dans la fractale, je dirais décorative, c'est-à-dire qui fait vraiment 2D, qui fait des objets comme des peintures abstraites, tout ça. Mais celui-là permet de faire des objets en 3D, de visualiser des fractales vraiment en 3D. Donc on peut, disons, moi je peux mettre les lumières, et en plus il permet de faire de l'animation. Donc je peux, comme un logiciel 3D normal, poser des lumières, faire des effets atmosphériques. Maintenant, il fait de la lumière volumétrique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour avoir ces effets, par exemple une forêt avec un soleil derrière, on voit les rayons du soleil. Voilà, ça c'est la lumière volumétrique, ce qu'on appelle. Donc ça permet vraiment de faire pratiquement ce que l'on veut, même retrouver, si tu peux aller plus loin. Là, par exemple, je me suis amusé à imaginer des formes de peau. C'est-à-dire que j'ai pris une texture de peau qui se répète, parce que sinon on aurait vu le bord de la photo, et les poser sur des formes organiques. Donc vraiment, avec les fractales, on peut aller de la forme la plus géométrique qui soit, jusqu'à faire des formes organiques, presque vivantes, comme ça. Vas-y, tu peux avancer. Voilà, ça, c'est vraiment des gros plans. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça donne comme ça une texture... avec des simples calculs, c'est quand même des équations assez poussées, mais bon, moi qui suis nul en maths, en fin de compte, je suis arrivé au fractal qui, elle, c'est des équations complexes, quoi. Voilà. Alors là, ça, c'est des images que je suis en train de faire. Donc j'ai commencé il y a 2 ans à peu près. Et donc c'est un mix d'objets 3D. Moi je vous livre un peu ma tambouille, mais c'est un mix d'objets 3D comme le personnage, sur lequel par contre là j'ai dessiné à la palette, j'ai dessiné le corps, disons toute la texture de la peau, en tout cas de l'écorché, on ne sait pas trop ce que c'est. Et j'ai rajouté donc des formes fractales sur le visage, ce qui l'entoure, le genre d'auréole, les ailes,
Voilà. Tout ça, c'est calculé. Disons, c'est calculé. On va dire que c'est la machine qui fait tout. Non, je place quand même mes lumières. J'essaye vraiment de trouver les formes les plus intéressantes pour faire évoluer l'image. Là, c'est d'autres images qui apparaissent. J'avais appelé l'île du dragon rieur, parce que justement par le côté chaotique et aléatoire des fractales, tout d'un coup apparaissent des images, voilà, apparaissent quelque chose qui me parle. Ça, c'était un thème sur l'alchimie. J'avais pris les thèmes le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc, alors ça, c'est de la pure illustration que je fais à partir de fractales. Par exemple, là j'ai calculé j'ai recherché une forme qui était intéressante. Au milieu, là c'est une image fixe, hein. Au milieu, j'ai rajouté, voilà, un petit oasis. D'ailleurs, ça s'appelle Oasis, l'image. Et à côté, le vaisseau, parce que je suis un grand fan de science-fiction et de fantastique. Bon, le vaisseau, ça, c'est fait à la main. Il y a rien de 3D, tout ça. Et donc, je m'amuse à inclure comme ça, faire des scènes un peu cinématographiques, parce que j'aime bien le format cinéma, j'aime bien le cinéma en lui-même. Et voilà, et le ciel est peint. Et vous voyez, ça, c'est les effets donc de lumière volumétrique aussi. On voit ça donne une atmosphère. Voilà. On peut passer à la suite. Là, c'est plus des recherches de matière, mais vraiment, ça développe un imaginaire, je trouve. C'est vraiment sans fin, quoi. Donc ça, c'est des recherches de matière. Ça aussi. Ça, vous l'avez vu dans l'extrait du film. Vas-y, ça aussi. Ah oui, voilà. Alors ça aussi, c'est des recherches de matière plus organiques, des roches, avec, voilà, ça, pareil. Donc j'élabore moi-même mes textures. Bien souvent, c'est des photos que je prends dans Paris, des textures de pierre, tout ça, et j'essaye de donner, de créer une ambiance. Voilà. Ça, c'était avec des textures de photos de parking, de sol. Là, pareil. Donc voilà, c'est un petit aperçu, mais c'est vrai qu'on peut aller... ça laisse vagabonder l'imaginaire. Rien qu'en ouvrant le programme par lui-même et en mettant, parce qu'on peut mélanger dans ce programme, je parlais un peu technique, mais on peut aller jusqu'à 6 formules. On peut mélanger jusqu'à 6 formules et 3 façons de les mélanger. Et là, ça donne donc tout de suite des images qui, moi, m'ouvrent l'esprit. En tout cas, tout d'un coup, je vois quelque chose. Tiens, qu'est-ce que je pourrais explorer là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais créer? Quelle échelle? C'est pour ça aussi dans les films, bon, pas dans ces images-là, j'essaye de mettre un personnage, ou même dans les tableaux que j'ai fait au début en noir et blanc. Il y a 2 exemplaires ici. J'essaye de mettre toujours un personnage pour donner une dimension aussi, une dimension par rapport à la forme et par rapport aussi à que l'humain soit toujours là, quoi. Que ce ne soit pas simplement des images. Bon, là, ça fait un peu ruine, ambiance. J'aime bien aussi les ambiances sombres, un peu dark. Voilà. Ça rappelle comme une ville, une pagode, je sais pas, une ville asiatique. Vous voyez, tout de suite me vient des formes. Ça, c'était la première que j'ai fait dans la série. J'appelle ça les Jewel Bodies. Donc c'était là la fractale, disons les fractales étaient utilisées dans la coiffe et tout le reste c'était vraiment à la main.
C'était vraiment peint à la main, mais en même temps dans l'esprit un peu tortueux que peuvent donner les fractales. Voilà. Bon, j'ai pas un discours comme Jean-Claude, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi. Alors, si vous avez des questions, mais vous voyez donc ce que c'est les fractales, même dans alors, par exemple, vous prenez aussi un brocoli, vous le coupez en deux, et vous voyez tout de suite, on dirait un arbre, et chaque branche, un peu comme les fractales que présentait Jean-Claude dans le petit arbre basique, un arbre, voilà, c'est pareil, c'est exactement l'exemple d'une fractale, ça part d'un tronc, il y a des branches, et sur ces branches, il y a encore des petites branches, et les feuilles, et tout ça. Et tout ça, les nuages, c'est pareil. Les nuages, ça pourrait ressembler, par exemple, à comment on appelle ça, un chou blanc, quoi. Un chou blanc, la surface, oui, un chou blanc, un chou-fleur, oui, un chou blanc. Je fais chou blanc, là. Non, un chou-fleur, c'est pareil, quand on voit l'ensemble du chou, même son extérieur, donc quand on le coupe, ça fait pareil comme un arbre, mais un gros nuage, un bon gros cumulus, c'est pareil, sa structure, on voit une forme un peu comme ça, boursouflée, tout ça, mais quand on regarde de plus près, eh ben, il y a des petites boursouflures dessus, et encore dessus, et comme ça à l'infini. Donc, un chou, c'est pareil, on voit les textures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre même les frontières, par exemple, un bord de mer, une frontière, disons la frontière d'un pays qui donne sur la mer, on peut imaginer que la côte est infinie. Parce que si, on zoome la France, on voit le bord de la côte, voilà. Mais si on continue à zoomer sur le bord de la côte, on arrive, il y a les rochers, par exemple si on va en Bretagne, il y a les rochers, tout ça. Et si on zoome encore plus, la mer, elle va contourner des rochers, après des galets, des cailloux et des grains de sable. Donc ça aussi, c'est une fractale quelque part, parce que la côte, il n'y a pas de longueur finie mathématiquement, quoi. Voilà. J'espère être clair, mais